c'est une notion qui est très importante pour vous, puisque, comme on a dit, vous aurez toujours à faire un traitement du signal, n'importe quel signal, vous aurez toujours à le traiter. Et quel que soit pardon, le signal que vous voulez traiter, ou bien que vous allez traiter, automatiquement, vous allez utiliser ce qu'on appelle un capteur. OK? Un capteur qui va intercepter, recueillir le signal d'origine. Donc, les capteurs, ils sont toujours d'ordre analogique, c'est-à-dire qu'ils vous donnent un signal qui est continu, quel que soit le capteur. Ensuite, le signal que vous captez, d'habitude, il est un peu faible en amplitude. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Juste après, on utilise un amplificateur. Et là, les amplificateurs, vous savez ce que c'est. Vous avez étudié les différents types d'amplification, etc., en courant, tension, etc. Donc, on amplifie le signal un peu, on l'agrandit. Ensuite, d'habitude un peu, on essaie de le nettoyer un peu, comme on dit, ou bien de le filtrer. C'est-à-dire d'enlever un peu s'il y a des parasites, des bruits, des perturbations, etc., pour avoir le signal pur que l'on veut étudier. Sauf que, même à ce niveau, nous avons un signal pur, mais qui est continu. OK? Or, pour faire un traitement, il faut utiliser un ordinateur. Et un ordinateur, malheureusement, il est numérique, il n'est pas analogique. Ce qui veut dire que ce signal, on est obligé de le convertir, c'est-à-dire de passer de sa forme analogique, continue, à sa forme numérique, c'est-à-dire discrète ou bien discontinue. Ce qui veut dire, en d'autres termes, comme a dit votre collègue avant, c'est-à-dire qu'on part d'une infinité de points pour un signal continu à uniquement quelques points qui seront bien entendu représentatifs de ce signal. Mais seulement la question qui se pose en échantillonnage, c'est combien de points va-t-on prendre pour représenter le signal? Par exemple, si vous prenez la première page que vous avez, ou bien la deuxième page là, ou la partie 5.1 introduction, on vous donne un signal qui continue, x de t. Donc la question que je repose, c'est par combien de points va-t-on représenter ce signal qui est continu? 5, 10, 100, 1000, je ne sais pas. À votre sens, combien de points? Monsieur, l'infini, Ça là. dépend de la période. Non, l'infini, c'est-à-dire c'est ce signal continu qui est représenté par une infinité de points, bien sûr. Mais j'ai dit si on veut prendre uniquement quelques points pour représenter ce signal, combien de points va-t-on prendre? Justement, votre collègue, quelqu'un a dit la période, quelqu'un a cité la période. Qui c'est là? Ah non. Oui, c'est. Mais cette période, elle est de combien? Grande ou bien petite? Si on représente des points pour une période. On représente des points pour une période. Mais là, le signal, il n'est pas périodique, comme vous le voyez. C'est un signal quelconque. Donc, la question ici, ou bien le problème, si vous voulez, c'est que si on représente ce signal par un nombre petit de points, OK? C'est-à-dire, ça revient à prendre une période petite. Précision تنقص monsieur. Un nombre petit, bien entendu, la précision, effectivement, elle va diminuer. Parce qu'on n'aura pas pris, cerné, si vous voulez, tous les problèmes qui représentent cette courbe-là. Attends, on va voir quelqu'un, toujours, j'aime pas les gens qui arrivent en retard. Ayman Fliah, Mr. Fliah, d'habitude, vous êtes à l'heure. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et d'un autre côté, si on prend beaucoup de points pour représenter ce signal, effectivement, on aura une bonne précision, mais seulement d'un autre côté, il ne faut pas oublier que plus la base de données augmente, c'est-à-dire plus le nombre de points augmente, plus le temps de traitement de cette base de données sera plus long, et plus aussi l'espace mémoire qui est required, c'est-à-dire qui est exigé, demandé, va aussi bien sûr devenir plus grand. D'où, bien entendu, quand on traite des masses énormes de signaux, c'est-à-dire le coût de traitement va revenir un peu cher. Ce qui fait que le problème est de trouver un dilemme ou bien un compromis entre, c'est-à-dire prendre beaucoup de points ou peu de points. Et ça dépend de quoi? Prendre beaucoup de points ou peu de points. Ça va dépendre de la période d'échantillonnage, c'est-à-dire la période qu'on va utiliser pour prendre des points. Donc, si la période est grande, cela veut dire qu'on aura peu de points. Si la période est petite,
on aura bien sûr beaucoup de points. D'où inversement la fréquence, bien sûr. Et le problème, c'est de déterminer justement cette période optimale ou bien cette fréquence optimale que l'on doit utiliser. Et toute la question est là et tout le problème est là, ce qu'on va résoudre justement. Donc, si on commence par la partie 5.1, qui porte sur l'introduction, bon, on va lire justement directement et vous allez voir que c'est très très simple à comprendre. Et puis, c'est un chapitre qui est assez court. Et d'ailleurs, on va même essayer à la fin, essayer de traiter quelques exercices, un ou deux, de la série là que vous avez. Donc, on vous dit à l'introduction que soit un signal continu que vous avez. Si l'on veut traiter un signal par voie numérique à l'aide d'un calculateur, il faut le représenter au préalable par une suite de valeurs numériques ponctuelles, prélevées régulièrement. Un tel prélèvement est appelé échantillonnage tout simplement. Vous avez la deuxième figure, c'est qu'un échantillon représente un signal par une suite de valeurs ponctuelles. Donc vous voyez, parmi le signal continu qu'on avait avant, on a pris maintenant un certain nombre de points pour représenter notre signal. Et là, on a appelé x étoile de t. C'est le signal échantillonné. Le signal de départ continu, c'était x de t. L'échantillonné, on va l'appeler x étoile de t. Ensuite, 5.2. On vous dit modèle général d'un échantillonneur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on essaie de représenter physiquement et ensuite mathématiquement ce qu'est un échantillonneur ou bien un échantillonnage. C'est-à-dire, regardez la première figure là. Il est très bien représentatif. Vous avez x de t, le signal de départ continu. Et à la sortie, on a x étoile de t, le signal, c'est-à-dire échantillonné. Et là, entre les deux, comme vous voyez, on a un interrupteur qui se ferme et qui s'ouvre à une certaine période TE, ou bien une fréquence FE. Donc, dès qu'il se ferme, le courant passe. Dès qu'il s'ouvre, le courant ne passe pas. Ce qui fait qu'à la sortie, x étoile de t, on aura uniquement quelques points, comme on l'a représenté un peu plus haut dans le signal x étoile de t. Ou bien, là, c'est un peu physiquement, l'explication physique d'un échantillonneur. Ou bien, on a le modèle aussi mathématique, qui est quoi? Là, on le représente par un multiplicateur. C'est-à-dire que l'on a le signal continu à l'entrée x de t, première entrée. Le deuxième entrée, nous avons un signal delta TE de t, qui est la fonction peigne, si vous vous rappelez. C'est-à-dire une suite de Dirac. C'est ce qu'on avait appelé peigne de t. Et à la sortie, on aura notre signal échantillonné. Pourquoi? Parce que le signal peigne de t, comme vous le savez, c'est des Dirac espacés de TE, 3TE, etc. Donc, quand on le multiplie par x de t, on aura uniquement les valeurs de x de t qui correspondent aux différentes Dirac que nous avons. Et là aussi, on retrouve en sortie notre signal échantillonné, c'est-à-dire les différents points que nous avons. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, monsieur. Donc, on vous dit que le modèle physique est représenté par un interrupteur qui se ferme instantanément à la fréquence FE égale 1 sur TE pour générer une suite d'échantillons représentés par x étoile de t. C'est ce qu'on a dit. Par contre, le modèle mathématique sur lequel nous baserons tous nos calculs est représenté par un multiplicateur à deux entrées. L'une des entrées est le signal A échantillonné, x de t. Quant à la deuxième entrée, elle représente un train d'impulsion de Dirac ou une fonction peigne, PG1 de t, telle qu'on connaît cette définition de PG1 de t qui est égale à delta indice TE de t, c'est-à-dire que la somme de toutes les Dirac, à partir de 0 jusqu'à l'infini, de chaque côté, puisque K varie de moins l'infini à plus infini. Donc, nous avons des Dirac espacés de TE. OK? Et on fait le produit de ces deux fonctions pour obtenir le signal. Donc, voilà notre Dirac, notre peigne, pardon. Donc, c'est une infinité d'impulsions de Dirac qui existe à des valeurs multiples de TE, en commençant par 0, bien sûr, à l'origine, ensuite à TE, à 2TE, 3TE, etc., etc. Donc, c'est notre fonction peigne. Maintenant, on revient au cœur du problème, c'est-à-dire, comme on a dit, c'est le choix de la fréquence d'échantillonnage. Comment doit-on la choisir? Et qu'est-ce qu'on vous dit ici dans le texte? On vous dit que lorsqu'on échantillonne un signal x de t, on ne connaît que la valeur x de KTE, c'est-à-dire la valeur du signal en ces points distincts KTE. Une question se pose.
Dans quelles conditions peut-on considérer que toute l'information contenue dans x de t est aussi contenue dans x étoile de t, bien sûr, car il ne s'agit pas de perdre l'information quand on échantillonne un signal. Il faut qu'on la garde. Ou bien, en d'autres termes, peut-on savoir si on a gardé l'information d'un signal quand on l'échantillonne? Tout simplement, on vous dit, peut-on reconstituer le signal x de t de départ à partir des échantillons x étoile de t pour n'importe quelle valeur de la période d'échantillonnage TE. C'est-à-dire, physiquement parlant, comment peut-on dire qu'un échantillonnage est bon? Si à partir d'un signal x de t, on l'échantillonne, donc on a une série de points. Est-ce qu'à partir de ces points, on peut retrouver ou bien reconstituer le signal continu de départ? Donc, vous pouvez imaginer dès à présent, tout simplement, si on prend par exemple 3 points pour représenter notre signal de départ, est-ce qu'on peut, à partir de ces 3 points, revenir au signal initial, x de t? Ce n'est pas possible. Non. Parce qu'il y a une infinité de façons de relier ces 3 points. Maintenant, si on prend 10 points, c'est un peu plus facile de retourner au signal de départ. Mais si on prend 100 points, là, on est quasiment sûr de retrouver le signal de départ. Donc, le principe d'échantillonnage, il est bon si à partir des points qui représentent le signal de départ, on peut effectivement retrouver ce signal continu uniquement à partir des points représentatifs. Donc, on continue à lire. Il paraît évident que si on a beaucoup d'échantillons, c'est-à-dire TE est très petit, on pourra reconstituer x de t assez facilement. Par contre, si le nombre d'échantillons est faible, c'est-à-dire TE grand, donc la fréquence d'échantillonnage petite, il sera difficile de reconstituer le signal, particulièrement de moyenne ou haute fréquence. C'est clair, ce principe de comment on peut retrouver le signal de départ ou non, à partir des points. Maintenant, passons aux mathématiques tout simplement. On a compris le principe, le concept physique. مسيو Oui. بس يسمح لي مسيو ما فهمتش هذا واش كنت تهضر لنا دوكا كيفاش كي تكون لا بيريود كبيره يكون لو نومبر دو شانتيون صغير والعكس. خذ le signal TAC. Essaye de prendre 10 points à chaque période, sachant que la valeur de la période est grande. Vous aurez un nombre petit de points. كي تكون لا بيريود كبيره وندو دي شانتيون هكذا. Là, on ne sait pas. Si vous reprenez le signal de départ que nous avons au début, complètement. وي هذاك اكس دو تي. D'accord. Si on prend un T qui est grand, un TE, période d'échantillonnage grande, داكو مسيو. on va avoir un nombre de points petit. C'est-à-dire on aura uniquement 3 ou 4 points, je ne sais pas, ça dépend de la valeur. تسمى كي نكبروا السينال تاع لا بيريود تاعنا نقصوا لي بوان C'est هكذا. normal, c'est normal. Quand la période va devenir petite, si vous prenez une petite période, là vous aurez un nombre de points plus grand. داكو مسيو. Vous avez compris, jeune homme? Sûr. مسيو فهمتها باللي كي نكبروا لا بيريود تاعنا كل ما تولي كبيره لي بوان تاع لي شانتيون هذوك اللي نقدروا نجيبهم صغار. تسمى قلال. En nombre, hein, c'est le nombre de points, c'est pas la valeur des points. Oui, le nombre de points. C'est le nombre de points qui est petit, effectivement. Et plus la période est petite, plus le nombre de points sera grand. Et plus l'échantillonnage d'Astana, il est meilleur. تما لو ميور هو اللي يكون صغير اللي تكون لا بيريود تاعو صغيره باش نقدروا نجيبوا له لي نومبر دو شانتيون. Oui, mais d'accord, mais j'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de prendre trop petit, parce que si vous prenez trop petit, vous allez avoir un nombre de points très grand. Et pour le traiter, ça va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'espace mémoire et beaucoup d'argent. Ah, d'accord. Donc, il faut trouver un dilemme, un compromis entre T grand ou petit. On ne sait pas. Là, c'est l'explication physique. Et pour apporter la réponse définitive, là, on est obligé, bien sûr, de se ramener aux mathématiques. C'est les mathématiques qui vont nous définir exactement quelle est la valeur, si vous voulez, optimale de T qu'il faut prendre. À partir de laquelle on peut dire que l'échantillonnage est bon. Parce qu'à partir d'un certain seuil, une certaine valeur, au-dessus, ça veut dire, si on prend au-dessus, ça veut dire que le nombre de points augmente.
Donc l'échantillonnage est toujours bon. Donc il y a toujours un minimum qu'il faut respecter pour la valeur de TE. OK? On va voir. Oui, monsieur. Comment déterminer cette valeur? Donc la partie 5.4, on vous dit spectre du signal échantillonné. On vous dit d'après le modèle mathématique de tout à l'heure que l'on a vu, de notre échantillonneur, le signal échantillonné dans le domaine temporel est donné par x étoile de t égale à x de t, le signal continu, fois fonction peine, qui est égal à x de t fois la somme de k moins l'infini plus l'infini des delta de t moins kte. OK? Et là aussi, j'ouvre juste une parenthèse. Je vous ai dit déjà et à maintes reprises qu'en traitement du signal, quand on a un problème à régler dans le domaine temporel, qu'est-ce qu'on fait? نروح Quelqu'un للدومين peut me dire. فريكونسيال. Exactement, barakallahu fik. On a dit qu'il faut aller au domaine fréquentiel. C'est lui qui va nous donner la réponse. Et c'est exactement la même chose ici dans notre cas. On a un problème temporel. On a dit qu'on veut trouver la période TE, etc., pour échantillonner. Et pour trouver cette valeur optimale de TE, effectivement, on doit aller au domaine fréquentiel. Essayons de voir comment. On a dit que X échantillonné, X étoile, est donné par cette expression, X de T fois somme, etc. Et on vous dit que le passage au domaine fréquentiel nous donne quoi? Nous donne la TF de X étoile, qui est égale à la TF de tout le produit. Or, on a vu, si vous vous rappelez, que la TF d'un produit dans le domaine temporel est donnée par une convolution dans le domaine fréquentiel. Vous vous rappelez de la propriété? On a dit quand on a une convolution dans le domaine temporel, dans le domaine fréquentiel, ça devient un produit. Et quand on a un produit maintenant dans le domaine temporel, dans le domaine fréquentiel, ça devient une convolution. OK? Donc, nous avons ici une convolution des deux transformés. Et on vous dit qu'un produit devient une convolution, bien sûr. La TF de x de t n'est rien d'autre que x de f. C'est le signal de départ. On le connaît, donc on peut calculer sa transformée de Fourier. Et maintenant, on vous dit, cherchons maintenant la TF de la fonction peigne, la somme des delta de t moins kte. Et cette fonction peigne est une fonction périodique. Donc, on peut utiliser tout ce que l'on a vu dans la décomposition en série de Fourier des fonctions périodiques. Donc, on peut l'écrire sous la forme complexe. Et on a vu cette écriture, on la connaît déjà. Pour les fonctions périodiques, somme de Cn exponentielle de plus Jn oméga E, qui est connu, c'est la période, la fréquence d'échantillonnage, fois T. Avec les Cn qui sont donnés par cette expression. Que l'on a vu aussi. C'est-à-dire C1, c'est AN moins JB1 sur 2. Et là, ça vous donne cette expression. On a dit que la fonction peine de t se limite entre moins t sur TE sur 2 et TE sur 2. C'est-à-dire dans l'intégration, on se limite à une période. Donc, si vous limitez à une période entre moins TE sur 2 à TE sur 2 pour la fonction peigne, vous allez isoler uniquement l'impulsion de Dirac à l'origine. OK? Donc, dans cet intervalle, l'intégrale va se limiter uniquement à delta de t. Et maintenant, on utilise aussi une autre propriété que l'on connaît, de la définition de Dirac. On a dit que l'intégrale de Dirac avec une certaine fonction, ici c'est exponentielle de moins Jn oméga E de t dt, est donnée par quoi? Est donnée par la valeur de la fonction qui va avec Dirac, mais au point 0. C'est-à-dire que c'est égal à exponentielle de moins Jn oméga E, 0 pour t. Or, ceci, c'est égal à 1. D'où le Cn que nous avons ici, avant,
va être égal uniquement à 1 sur TE. Avec TE, la période d'échantillonnage. Ce qui veut dire que la fonction peigne maintenant, l'écriture complexe de la fonction peigne, puisque nous avons le Cn qui est égal à 1 sur TE, va devenir égal à la somme 1 sur TE d'abord, qui est le Cn qu'on fait sortir à l'extérieur, qui ne dépend pas de n. La somme de moins l'infini à plus l'infini pour n, de 1, fois exponentielle de Jn oméga E de t. On va arriver là, le résultat final est beaucoup plus simple à comprendre. Donc maintenant, ça c'est l'écriture complexe de notre fonction peigne. Donc sa transformée de Fourier sera quoi? Donc on cherche la transformée de Fourier de cette fonction peigne qu'on a écrite comme ceci. Elle sera égale à la somme de etc., toute la fonction fois exponentielle de moins j oméga t, dt, transformée de Fourier. Donc là, on décompose un peu tous les termes, un par un, pour que ça soit bien compris. Et maintenant, on va utiliser ce qu'on connaît. On a vu que la transformée de delta de t, c'était 1 de f. OK? On déduit que la transformée de 1 de t, c'est delta de f. C'est ce qu'on a aussi vu. Propriété de dualité, si vous vous rappelez. Et maintenant, les différents termes que nous avons ici, entre parenthèses, juste avant. Pour le premier, pour 1 de t exponentielle moins 2j oméga e de oméga e t, sa transformée de Fourier, ici, c'est le décalage fréquentiel, si vous vous rappelez de cette propriété. C'est-à-dire que c'est la transformée de 1 de t, mais qui est décalée de oméga e. Or, la transformée de 1 de t, c'est delta. Donc, décalé de oméga e, ça veut dire que c'est delta de f plus 2fe. Et c'est pareil pour les autres. Monsieur هذا الحفظة Non, jeune homme, on y arrive, jeune homme. À la conclusion finale, c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est la conclusion finale. Non. Et maintenant, pour les décalages négatifs, on aura tous les autres termes, chacun a sa transformée. Donc, on a pour chacun sa transformée correspondante, qui est une fonction delta décalée de plus ou moins. Donc, en résumé, on vous dit que la transformée de la fonction peigne sera alors donnée par quoi? Par 1 sur TE. Vous suivez, c'est un raisonnement qui est simple à assurer et qui est clair. À la somme des deltas de f moins nfe. Avec fe, qui est rien d'autre que oméga e, bien sûr, sur 2pi. Donc, conclusion, c'est quoi? C'est que la transformée, rappelez-vous, au début, on cherchait la transformée de Fourier de la fonction peigne. OK? Qui est une suite de Dirac. Et la conclusion, maintenant, qu'on peut tirer de ce résultat final, c'est que la transformée de Fourier de la fonction périodique peigne, dans le domaine temporel et de période TE, est aussi, c'est important aussi, une fonction périodique peigne de f dans le domaine fréquentiel et de période de FE, bien de fréquence FE, égale à 1 sur TE et d'amplitude 1 sur TE. Tout ça, c'est au vu de l'expression qu'on a eue un peu plus haut. 1 sur TE, somme de moins l'infini à plus l'infini des delta de F moins NFE. Ça, c'est quoi? C'est une fonction peigne, mais dans le domaine fréquentiel, avec une amplitude qui change, qui est 1 sur TE. Donc, comme vous le voyez, la fonction peigne est d'ailleurs la seule fonction en théorie du signal dont la transformée, c'est elle-même. C'est-à-dire, on a dans le domaine temporel une fonction peigne, sa transformée dans le domaine fréquentiel sera toujours une fonction peigne, mais dans le domaine fréquentiel. Et c'est ce qu'on vous représente ici maintenant dans le domaine fréquentiel. Donc, c'est une fonction peigne, mais au point FE, 2FE, 3FE, etc. Et FE, c'est quoi? C'est l'inverse de la période d'échantillonnage TE, qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc maintenant, le problème, il est réglé. Rappelez-vous, on voulait chercher tout à fait en haut la transformée de Fourier du signal échantillonné, x étoile de t.
Et on vient de dire, de trouver que on avait dit que c'était la convolution des deux transformés. Donc, la première, c'est la TF de x de t, c'est grand X de f. Et la deuxième, qui est la TF du signal peigne, qui, on vient de trouver, est aussi une fonction peigne dans le domaine fréquentiel. Donc, la TF de petit x étoile de t, que l'on a appelé grand x étoile de f, est égale à x de f, qui est la transformée de x de t, convoluée avec 1 sur TE, somme, etc., des deltas de f moins NFE, qui est la transformée du peigne. Et ça, c'est quoi? Donc, on fait sortir le 1 sur TE à l'extérieur. Donc, c'est x de f convolué avec cette fonction peigne dans le domaine fréquentiel. Or, ça, c'est quoi? Si vous décomposez cette somme, on aura 1 sur TE, x de f convolué avec toutes les Dirac, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et maintenant, si on fait la convolution, elle est distributive par rapport à l'addition, c'est-à-dire que l'on aura 1 sur TE, parenthèse. La première, c'est x de f convolué avec delta de f plus 2FE, plus la deuxième, c'est-à-dire x de f convolué avec delta de f plus FE, plus la troisième, x de f convolué avec delta de f, etc., etc. Ceci à cause de la distributivité de la convolution par rapport à l'addition. On y est presque. Donc, or, nous savons que si on fait la convolution de x de f avec delta de f plus 2FE, ceci n'est rien d'autre, on l'a vu la dernière fois. D'ailleurs, on reverra aussi cette notion mercredi prochain, quand on traitera les exercices de la TF, qui est égale à x de f plus 2FE. La convolution de x de f avec delta de f plus FE, c'est x de f plus FE. Avec delta de f tout seul, c'est x de f, etc. pour les négatifs. Donc, on aura notre expression pour la transformée du signal échantillonné, 1 sur TE, fois le tout plus x de f plus FE, etc., etc. Or, cette somme, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la somme des x de f moins NFE. Monsieur. Oui ou non? Oui. Monsieur, pardon. Monsieur دوكا حنا monsieur كي نخدموا لي شونتيون ماشي نديرو كاع هادو لي زيتاب ولا Oh là là, 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 patientez, jeune homme, soyez un peu patient. Je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est la démonstration, si vous voulez, mathématique de l'échantillonnage. On ne va pas refaire la théorie de l'échantillonnage à chaque fois, à chaque exercice, non? On utilise les résultats. Et le résultat, c'est quoi? C'est la dernière ligne là, que vous avez, grand x étoile de f, c'est 1 sur TE, la somme de x de f moins NFE, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire, cette relation? On va lire, ensuite on va expliquer. Conclusion. On vous dit que cette relation montre que x étoile de f est obtenu à un facteur près 1 sur FE qui est à l'extérieur par une simple périodisation en fréquence du spectre x de f de largeur de bande de B. C'est-à-dire que le spectre est reproduit tous les FE égale à 1 sur TE. Cette périodisation peut s'effectuer suivant 3 cas suivants, etc. Qu'est-ce que ça veut dire en résumé? Quand vous avez un signal de départ continu, x de t, et que l'on a son spectre, x de f, ok, spectre d'amplitude, on sait comment le tracer. Maintenant, quand on passe au signal échantillonné, x étoile de t, quel est le spectre de ce signal échantillonné? Eh bien, c'est grand X étoile de f, qui est donné par quoi? Qui est donné par, remarquez bien, regardez bien l'expression de x étoile de f. C'est la somme des x de f moins NFE. C'est-à-dire que vous prenez le spectre du signal initial, x de f que l'on avait, et vous le reproduisez, puisque c'est des additions, c'est des plus. Vous répétez, reproduisez ce spectre à chaque fréquence FE, c'est-à-dire en FE, en 2FE, en 3FE, etc., etc. Et c'est pareil de l'autre côté, le côté négatif. Et c'est comme ça qu'on obtient le spectre de n'importe quel signal quand il est échantillonné.
C'est-à-dire, si on prend par exemple un signal x de t, dont le spectre, disons que c'est un rectangle, entre -1 et 1. OK? Ça, c'est le spectre du signal échantillonné, du signal de départ, pardon. Maintenant, si on cherche le spectre du signal échantillonné, d'après cette écriture-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le spectre du signal échantillonné, grand X étoile de f, sera quoi? Sera x de f, puisque remarquez dans l'expression là au milieu, il y a x de f, donc on trace x de f, plus, on continue, x de f moins fe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est x de f, mais décalé de fe. Si on prend par exemple fe égale à 5, donc autour du point 5, on va tracer notre rectangle. Donc, c'est-à-dire de 4 jusqu'à 6, puisqu'on a dit le rectangle était entre -1 et 1. Plus x de f moins 2fe, c'est-à-dire que maintenant 2fe c'est 10, plus un autre rectangle autour du point 10, c'est-à-dire entre 9 et 11, etc. à l'infini. Et c'est pareil de l'autre côté. Et c'est ça le spectre du signal échantillonné. Est-ce que c'est un peu clair maintenant? Monsieur, oui. Avant de poursuivre là-bas, je sais peut-être c'est un peu flou, mais ça va se clarifier au fur et à mesure. monsieur دقيقة نسقسيك monsieur هذيك شغل كي درنا x de moins f شغل اللي ديكالاتنا. C'est normal, on a fait x de moins 1, bien sûr. On a décalé, c'est un spectre, c'est le même spectre que x, mais qui est décalé de fe. L'autre, il est décalé de 2fe. Et de l'autre côté de x de f, c'est x de f plus fe. Donc, il est décalé à gauche. D'accord, monsieur. OK? Récapitulatif. Bon, c'est bon de voir ce récapitulatif. Il est très intéressant. Il résume tout. Est-ce que vous êtes tous avec moi à la même page? Oui, monsieur. Bon, il n'y a pas que M. Boumerdassi, hein? Les autres. Oui, monsieur. OK, au moins. J'aimerais bien avoir au moins 2 ou 3 échos là pour savoir que tout le monde est là, les gens sont là. Donc, essayons de voir le récapitulatif. Comme j'ai dit, il est très explicatif là, on comprend très bien. On a le signal de départ x de t que l'on a utilisé auparavant. D'accord? Le signal x de t, si on cherche par exemple sa transformée de Fourier, imaginez que l'on trouve le signal grand X de f, le spectre grand X de f, qui est défini entre moins b et b. OK? Imaginons, c'est juste théorique. Maintenant, si on échantillonne ce signal x de t, regardez, à partir de x de t, on utilise l'échantillonneur, la représentation physique, qui est un interrupteur, et on a notre signal échantillonné. Et maintenant, la TF de ce signal échantillonné, c'est quoi? Que l'on a appelé grand X étoile de f, c'est exactement le spectre du signal de départ, x de f. Regardez d'ailleurs, on reprend celui-ci à l'origine, mais plus le même spectre, mais décalé. Décalé de FE, regardez à droite, le premier décalage c'est de FE, il y aura un deuxième à 2FE, 3FE, etc. Et c'est pareil de l'autre côté. Là, cette figure, il faut la capter, là. Il faut l'avoir en mémoire tout le temps pour comprendre l'échantillonnage. Est-ce que vous pensez qu'elle résume tout ce qu'on a dit là? Donc, quand on a un signal x de t, la première chose à faire, c'est de calculer son spectre, x de f, de le tracer, c'est-à-dire pour déterminer ses limites, moins b et plus b. Et quand on veut passer au signal échantillonné, son spectre se déduit directement de celui de x de f par répétition. Tous les FE. Et FE, c'est cette fameuse fréquence d'échantillonnage que l'on cherche. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Oui, c'est bon. Donc là, on vous dit, on voit bien que la forme du spectre du signal échantillonné va dépendre de 2 paramètres. OK? Paramètre FE, puisque c'est nous qui choisissons cette fréquence d'échantillonnage FE. Et la largeur de bande X de F, c'est-à-dire 2B. La largeur de bande, c'est-à-dire la largeur où le spectre est défini pour X de F.
Mais cette largeur de bande, ce n'est pas nous qui la choisissions. Elle est déterminée par le signal de départ. Donc, nous avons le choix, nous avons accès, ou bien nous avons, si vous voulez, de la maîtrise uniquement de cette fréquence d'échantillonnage FE. Et là, on vous dit, on voit bien que la forme du spectre du signal échantillonné va dépendre de deux paramètres, la fréquence d'échantillonnage FE et la largeur de bande X de F, soit 2B. Et là, on va essayer de voir les différents cas qui vont se présenter à nous. Le premier cas, on vous dit que FE, n'oubliez pas, on a dit que le B, on le connaît. Parce que c'est à partir du signal de départ, on trace son spectre, donc on a la valeur de B. C'est quoi B? B, c'est la plus haute valeur du spectre de X de T, c'est-à-dire de X de F. C'est la plus grande fréquence de ce spectre, la plus haute. Toutes les autres, elles sont à l'intérieur. Pour ça, d'ailleurs, qu'on appelle, par exemple, un signal, on dira qu'il a une largeur de bande qui est égale à 2B, c'est-à-dire 2 fois la plus haute fréquence de son spectre. Donc, le B aussi, il est connu. Mais comment on le connaît? C'est-à-dire qu'il faut calculer la TF de X de T. On déduit sa fréquence maximale, qui n'est rien d'autre que B. Donc, ayant le B dès le départ, et on cherche à échantillonner notre signal. Échantillonner, ça veut dire que maintenant, c'est à nous de choisir la fréquence FE d'échantillonnage. Alors là, bien sûr, nous allons avoir plusieurs cas devant nous qui vont se présenter. Si on choisit une fréquence d'échantillonnage FE supérieure à 2B, 2 fois B, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le spectre du signal échantillonné, X étoile de F, va se présenter comme ceci. Remarquez bien, le FE, la valeur de FE, elle est bien supérieure à 2 fois B. Oui ou non? Oui, monsieur. Est-ce que tout le monde le voit bien? Monsieur. Oui. monsieur هذاك البي ما فهمتوش وشنو؟ Le B, j'ai dit qu'on appelle 2B la largeur de bande. On appelle ça 2B. Mais le B, je l'ai bien expliqué. J'ai dit que lorsque vous avez un signal X de T, vous calculez sa transformée de Fourier et vous tracez son spectre. On sait comment faire tout ça, non? Oui. Le spectre de X de T, c'est-à-dire module de X de F, racine carrée, partie réelle au carré, plus imaginaire au carré. On a une fonction que l'on trace, comme on a fait la dernière fois d'ailleurs. Quand vous tracez ce spectre, il est défini, c'est-à-dire il aura une certaine valeur dans un certain intervalle, une certaine bande. Et à l'extérieur, il est nul, ce spectre. Et cette bande-là, c'est ce qu'on appelle la largeur de bande. Et le B, c'est la plus haute fréquence de ce spectre, où le spectre existe, bien sûr. C'est-à-dire, c'est la valeur de F à partir de laquelle le spectre devient égal à 0. C'est ce qu'on appelle le point B. Donc, on le déduit directement lorsqu'on calcule la TF et on trace le spectre d'amplitude de ce signal. On obtient notre B. Donc maintenant, à nous, le choix que nous avons maintenant, le B, il est imposé par le signal. On n'a aucune influence, aucune incidence sur le B. Par contre, le choix que l'on peut faire, c'est au niveau du B maintenant. On doit échantillonner notre signal. Donc, si on prend le FE supérieur à 2B, on aura le premier cas de figure que nous avons ici. Remarquez bien FE, qui est le centre du spectre de départ, c'est-à-dire de 0, on passe à FE. Et on reproduit le même spectre autour de FE. Ensuite, on passe à 2FE, on reproduit le même spectre, etc. Et c'est pareil de l'autre côté. Et ça, c'est le spectre du signal échantillonné, X étoile de F. Maintenant, le deuxième cas. On peut avoir, deuxième cas, FE égale à 2B. Et dans ce cas-là, regardez bien, X étoile de F. Qu'est-ce qu'elle devient? Exactement, il y a une superposition en un seul point, au point B. Oui. Quand on reproduit le spectre initial à une fréquence FE plus loin, remarquez la valeur inférieure de ce spectre coïncide ou bien correspond à la valeur supérieure du spectre initial. C'est bien clair, non?
pour se tracer. Oui, Ça, monsieur, c'est le كي deuxième دينا cas. اف est égal 2b شغل ولاو في لو ميم بوان في لو بي شغل مثل صغير. C'est ça, mais c'est juste en un seul point, uniquement. Oui, le B. Et maintenant, le troisième cas, si FE est inférieur à 2B. داخلين في Là, الرابع. regardez bien, c'est la pagaille. Pourquoi? Parce que le premier spectre que l'on décale de FE, étant donné que FE est inférieur à 2B, il va venir se superposer avec l'ancien spectre. Tout le monde comprend ça? monsieur تسمى شغل اف كي كانت صغيرة على 2 بي دخلوا في بعضهم سي سا. C'est normal, c'est Oui. normal. Il y a une superposition, il y a ce qu'on appelle un chevauchement Ah. du spectre, ou bien un repliement de spectre, on appelle ça. Et là, regardez bien la conclusion que nous avons ici. On vous dit, nous avons vu qu'un échantillonnage était acceptable, si vous vous rappelez, dans le domaine temporel. Hein. Si à partir du signal échantillonné x étoile de t, c'est-à-dire à partir des points au départ, on pouvait reconstituer le signal de départ, et ceci dans le domaine temporel. C'est ça ce qu'on a dit, non? Pour dire qu'un échantillonnage est bon. Et c'est exactement la même chose dans le domaine fréquentiel. C'est-à-dire que de la même façon, mais dans le domaine fréquentiel cette fois-ci, on dira qu'un échantillonnage est acceptable si, à partir du spectre du signal échantillonné, x étoile de f, on peut reconstituer le spectre du signal de départ x de f. D'accord? C'est-à-dire, dans quel cas peut-on reconstituer le spectre du signal de départ x de f à partir de ces trois cas que nous venons de voir du spectre du signal échantillonné? Le premier cas. Pardon, le premier cas. Effectivement, pourquoi? Parce qu'il est clair. Le deuxième cas, on peut, mais à la limite. Donc le meilleur cas, c'est effectivement le premier cas. Parce qu'il est distinct. On peut l'isoler. Comment l'isoler? C'est en utilisant un filtre. On va voir après. Il suffit d'utiliser un filtre qui est défini entre moins B et B. Il va annuler tous les spectres à l'extérieur. Il va garder uniquement la partie centrale qui correspond au signal de départ X de T. Donc, effectivement, la conclusion qui est là, il vous dit quoi? La réponse à cette question se trouve dans les trois spectres de X étoile de F tracés ci-dessus. C'est-à-dire, dans le premier cas où FE supérieur à 2B, on peut facilement extraire le spectre du signal d'origine X de F par l'usage d'un filtre approprié, bien sûr. Dans le deuxième cas, où FE est égal à 2B, il devient plus difficile de réaliser cette opération. Et dans le troisième cas, où FE est inférieur à 2B, il devient strictement impossible de réaliser cette opération. Car nous avons ce qu'on appelle un recouvrement de spectre, ou bien un repliement de spectre, ou bien une superposition de spectre, ou bien en anglais, on appelle ça spectrum aliasing. OK? Donc, la conclusion finale, qu'est-ce qu'il dit? Elle dit que pour un bon échantillonnage d'un signal, en d'autres termes, pour qu'un échantillonnage ne déforme pas le spectre du signal de départ, il faut que la fréquence d'échantillonnage FE soit supérieure à 2 fois la plus haute fréquence B du signal de départ, bien du spectre du signal de départ, soit FE supérieur à 2B. Donc maintenant, vous voulez échantillonner un signal quelconque. Qu'est-ce que vous faites? La première opération, vous avez x de t, vous calculez x de f. Quand vous calculez x de f, vous tracez x de f. Et là, ça vous donne bien sûr la plus haute fréquence de ce spectre, c'est-à-dire la valeur B. Et maintenant, pour déterminer votre fréquence d'échantillonnage FE, il suffit de la prendre supérieure à 2 fois cette plus haute fréquence du spectre, c'est-à-dire supérieure à 2B.
Et vous voyez comment un problème qui était dans le domaine temporel, on est arrivé à le résoudre dans le domaine fréquentiel. Et c'est le domaine fréquentiel qui nous a donné réellement la réponse à ce problème et qui nous a donné la condition de FE supérieur à 2B. Cette condition est appelée le théorème de Shannon ou bien la fréquence de Nyquist ou bien the Nyquist rate. Et là, pourquoi? Parce que pardon, vous allez trouver dans les ouvrages francophones, on va vous parler de la théorème de Shannon. Mais dans les ouvrages anglais, on va vous parler toujours de the Nyquist rate. Il y a un petit problème là, ces deux savants. Chacun d'eux dit que c'est lui qui a découvert la première fois cette fréquence, etc. Mais qu'importe. Pour nous, l'essentiel, c'est de savoir cette condition de FE supérieure à 2B. Mais seulement, quand on vous dit supérieur à 2B, c'est un peu large. Parce qu'à partir de 2B, vous pouvez prendre n'importe quelle valeur. Mais seulement, n'oubliez pas que si vous prenez une très, très, très grande valeur, c'est bon, c'est acceptable. Mais ça veut dire que FE grand, ça veut dire TE petit, donc on aura beaucoup de points. Et traiter beaucoup de points, comme on a dit au départ, risque de prendre beaucoup de temps, beaucoup d'espace et beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on vous rajoute une petite note à la fin. On vous dit que cette inégalité constitue le théorème de Shannon. Ce théorème fournit une limite théorique, mais en pratique, on se rend compte que c'est insuffisant. C'est-à-dire, on adopte alors la condition suivante que FE doit être compris entre 5B et 25B. Ça, c'est la pratique qui nous le dit. C'est-à-dire, ne prenez pas directement FE égale à 2B ou bien supérieur légèrement à 2B. C'est un peu petit. Pour avoir de bons résultats, il faut le prendre toujours, puisque B, vous l'avez, la valeur de B. Prendre FE entre 5B et 25B. Et c'est largement suffisant pour traiter votre signal. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. Et pour les autres, là. Attendez, on va voir s'il y a quelque chose d'écrit. Là, je n'ai pas suivi les écrits. Aucune question, aucune remarque, là, même par écrit. Normalement, là, on connaît tout maintenant sur cette question d'échantillonnage. Et la dernière partie, vous regardez bien, que l'on appelle, c'est bon de voir, juste pour comprendre un peu le principe de l'échantillonnage toujours. On vous dit dans la partie 5.5 qu'on appelait reconstitution du signal de départ. Je dis, nous avons vu que le signal de départ x de t ne pouvait être reconstitué à partir de x étoile de t que dans le cas où FE est supérieur à 2b. C'était la conclusion de tout à l'heure. En effet, en utilisant un filtre passe-bas idéal de fonction de transfert h de f, on peut isoler le spectre x de f parmi toutes les composantes du spectre x étoile de f. Et là, c'est bien schématisé par cet exemple-là, par cette figure. Donc, regardez bien, on vous donne le spectre du signal échantillonné, x étoile de f. Mais nous, on a dit que pour que l'échantillonnage soit bon, il faut pouvoir extraire le spectre du signal de départ, x de t. Et pour extraire cette partie centrale de ce spectre, il faut utiliser un filtre h de f qui est défini, comme vous le voyez, sa limite inférieure entre moins b et moins fe plus b. C'est-à-dire de façon à isoler uniquement la partie centrale. C'est-à-dire maintenant, comment peut-on reconstituer le signal? Dans le cas où la condition de Shannon est satisfaite, on peut reconstituer le signal continu initial x de t par la relation suivante, c'est-à-dire qu'on prend le signal de départ x étoile, on le multiplie par, on prend le spectre qui est là, x étoile de f, on le multiplie par h de f, et on obtient le spectre du signal de départ. Et avec la tf-1, on a x de t. C'est-à-dire qu'on aura pris h de f, qui n'est rien d'autre qu'une fonction recte, d'amplitude 1 sur fe.
OK? Oui, monsieur. Donc, et là, on peut reconstituer. Et ensuite, c'est un peu des mathématiques, si vous voulez. On vous dit que h de t étant la transformée inverse de h de f, bien sûr, elle est aussi appelée réponse impulsionnelle du filtre. On a vu ça. Donc, on vient de voir que, étant donné que grand X de f, c'est le produit de h de f avec x étoile de f. Donc, c'est un produit dans le domaine fréquentiel. Donc, dans le domaine temporel, ça devient une convolution. Donc, x de t égale à x étoile de t convolué avec h de t. Avec h de t, ça va transformer inverse de h de f. Et là, on vous donne un petit calcul. Donc, étant donné que l'on connaît h de f qui est un rectangle, donc h de t qui est sa transformée inverse d'un sinus cardinal, et de là, bien sûr, on déduit l'expression de x de t, qui est la convolution, bien sûr, des deux. Du fonction du signal échantillonné, qui est donné par cette expression somme de x, etc., fois delta, convolué avec un sinus cardinal. Et là, un petit calcul vous ramène à x de t final, qui est un sinus cardinal. C'est-à-dire, c'est x de kte, ces différents points que nous avons, et qui sont interpolés, si vous voulez, parce que là, c'est une opération d'interpolation. Comment, à partir des points, on retrouve le signal continu. Donc, comment on relie ces différents points? Et ici, on utilise un interpolateur qui est donné par un sinus cardinal. Ça, c'est juste pour vous montrer un peu l'aspect mathématique de la reconstitution dans le domaine temporel d'un signal échantillonné. Mais le mieux, c'est de travailler dans le domaine fréquentiel où nous savons que la reconstitution de ce spectre est donnée directement par un produit du spectre du signal échantillonné fois, bien sûr, le filtre H de F que l'on a utilisé et qui nous permet d'isoler, comme j'ai dit, cette partie centrale du spectre. Et c'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce chapitre qui, comme vous le voyez, comme je dis, est court et très succinct, c'est-à-dire très explicatif, je crois, et très simple à comprendre. Mais malgré ça, s'il y a toujours des obstacles, des petites hésitations ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, c'est le moment. Bien sûr, pour les gens qui ont bien suivi du début jusqu'à la fin. S'il n'y a pas de questions, on va passer maintenant, bon, puisque vous avez aussi la série d'exercices, on va traiter quelques-uns, juste d'application, pour voir si réellement, effectivement, vous maîtrisez maintenant cette notion d'échantillonnage. Le principe, dès qu'on vous dit d'échantillonner un signal x de t, j'ai dit vous passez au fréquentiel x de f. Vous déterminez sa bande passante, c'est-à-dire le moins b et b, la plus haute fréquence b. Et la fréquence d'échantillonnage sera déduite directement par la condition de FE supérieure à 2 fois cette valeur maximale du spectre de x de t, tout simplement. La reconstitution, on verra peut-être après des cas de reconstitution. Est-ce que vous avez, je suppose aussi, votre série d'exercices là? Oui, monsieur Rahimana. Ok, allez, mettez-la devant vous et commencez par le premier exercice. Là, il est très simple. On vous donne un signal x de t qui est un cosinus. On vous donne même la valeur de f0 de ce signal. On vous demande d'abord de calculer x de f et de tracer son spectre d'amplitude, chose que l'on connaît déjà. Donc là, je ne vous demande pas de recalculer, puisqu'on a déjà calculé plusieurs fois, de me tracer son spectre et de me dire comment est ce spectre, quelle est la forme de ce spectre. Et là, sans faire aucun calcul. Allez, c'est quoi le spectre d'un cosinus? La fonction échelon. La fonction échelon. Le spectre d'un cosinus, jeune homme, la transformée de Fourier ou bien la décomposition en série de Fourier de cosinus.
On l'a vu en long et en large. Fouillez, fouillez. On passe Oui, au oui, oui. fréquentiel maintenant. On passe au fréquentiel. Ouais, pardon. S'il vous plaît, là, c'est tout le monde qui est concerné, là. Monsieur, mais c'est sinus cardinal. Eh non, jeune homme, d'accord que c'est un cosinus, jeune homme, c'est pas une fonction recte. C'est la transformée de recte qui nous a donné un sinus cardinal. Et là, nous avons un cosinus. Et on l'avait en long et en large quand on avait une décomposition en série de Fourier, des fonctions périodiques. Quelqu'un d'autre là aurait une proposition. Allez, Mr. Flair, Mr. Drimé, où est-ce que vous êtes là? Monsieur, mais Ouais, c'est la fonction Ça, Monsieur. c'est Hafar. Pardon? Dirac de f plus Dirac de moins f sur 2. Bien sûr, c'est des Dirac, bien entendu. On a vu que c'était des Dirac. Mais positionnés où? Quelle est la position de ces Dirac? À quelle fréquence? Monsieur. Puisqu'on passe au double F0. fréquentiel. F0, non? Ne me dites pas F0 non. Qu'est-ce que ça veut dire F0 non? C'est non ou bien c'est oui? F0 non. Ouais. Non, pas monsieur F0. Pardon? Dirac de F0 plus Dirac de moins F0 sur 2. Oui, c'est Mais ça. c'est 2F, monsieur. C'est le point F. 0. Oui, le point F0. Oui. Qui est quoi? DH. Oui, c'est Dirac de F plus F0 plus une autre Dirac de F moins F0. Tout simplement, non? Sur 2. Oui, monsieur. Si on parle de Cn, hein, c'est sur 2. On a déjà vu ça. Donc là, maintenant, on a le spectre. On a grand X de F, on l'a. Quelle est la valeur de B? La plus haute valeur du spectre. La plus haute fréquence du spectre. Monsieur, on a de 25. Là. Quelle est la plus haute fréquence de ce spectre? C'est-à-dire que là, c'est une exception. Vous avez uniquement une fréquence, partie positive. Mais dans d'autres cas, c'est-à-dire il y aura plusieurs fréquences. Et on va s'intéresser toujours à la plus haute fréquence de ce spectre. Donc dans ce cas, quelle est la plus haute fréquence de ce spectre? Monsieur, me femme sur la question tard. La question. Oui. On est parti de x de t. Oui. On a tracé x de f, oui ou non? Oui, monsieur. Donc ce x de f, il est défini entre deux fréquences. Oui, monsieur. C'est-à-dire la plus petite, la plus grande. Donc quelle est la plus grande fréquence de ce spectre? 10 Hz, là. Bien sûr que c'est 10 Hz, jeune homme. C'est la plus haute fréquence, il n'y a pas plus. Ça n'existe pas. Donc on a la valeur de B. Donc B est égal à 10 Hz. D'accord, monsieur. Donc, quelle est la condition de Shannon? On veut maintenant échantillonner ce signal cosinus. نديره بين 5B ou le 25B, là. Donc, non, restons dans le cas théorique. On ne passe pas encore en pratique. Dans le cas théorique, il faut prendre FE, la fréquence d'échantillonnage, supérieure à combien? De 5B. Pardon? De 5B. Théorique. 20. Supérieure à? 20. À 20, bien sûr. On a dit supérieure à 2B. 20. Donc, d'un point de vue théorique, à partir de cette fréquence 2B, c'est-à-dire 20 Hz, on a un bon échantillonnage. Mais on a dit qu'en pratique, pour être à l'aise dans le travail, etc., on prend entre 5 et 25B. C'est-à-dire entre 50 et 250, c'est tout.
Mais dans l'aspect théorique, c'est 2B. OK, c'est clair. Oui, monsieur, un accepteur. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? FE égale à 30. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour Oh. FE égale à 30 Hz? Est-ce que c'est une bonne fréquence d'échantillonnage ou non? Oui, monsieur. Bon, puisque راهي كبيرة على 2B. أيوة. Et pour la troisième, 15 Hz? Non, monsieur, ماشي مليحة puisque راهي صغيرة على 20 هرتز، صغيرة على 2B. Exactement, ce sera là le 2B. Donc, effectivement, l'une est à accepter et l'autre est à rejeter, tout simplement. Parce que c'est bon pour tout le monde là, avant de passer au deuxième. Oui, monsieur. Allez, on y va. Exo 2. Quelle est la fréquence minimale des Hein, vous donne changements X de T qui est composé de 3 différents signaux. 2 cosinus 2P sont T. Donnez-moi maintenant quelle est la fréquence. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la question? C'est toujours la même question. La fréquence minimale d'échantillonnage du signal, c'est-à-dire FE supérieur à 2B, c'est-à-dire le 2B. ماشي مع الأول نبداو نديرو لا ترانسفورماسيون دو فورير. C'est ce que j'ai dit, bien sûr, toujours, toujours et toujours. Et on trace le spectre d'amplitude de ce signal. Parce que là, c'est comme ça qu'on peut déterminer la valeur de B, la plus grande valeur du spectre, c'est-à-dire en fréquence. لا ترانسفورماسيون دو فورير شعب شنو الأخر تاعها؟ Pardon? دقيقة ماشي يعني نفعها مع لا ترانسفورماسيون دو فورير. Monsieur, s'il vous plaît, la transformation de Fourier, شحال تخرج لنا؟ C'est à vous de me le dire, jeune homme. Oui, monsieur, je retrouve les qui étaient كبيرة. Oui. Et alors, on ne fait pas de transformation de Fourier, jeune homme. On ne fait aucun calcul. Ce que j'ai dit là, on utilise toujours les résultats que l'on a déjà trouvés. Tout à l'heure, vous m'avez dit pour l'exo 1, c'était Dirac. Je ne vous ai pas dit comment. Parce que c'est un résultat que l'on connaît, que l'on a déjà utilisé. Et là aussi, c'est pareil. En Joupi, on ne va pas réinventer à chaque fois le fait la coupe et le beurre. Et là, nous avons une somme. Donc, c'est assez simple. Monsieur Maché, Dirac de F, Dirac de F plus Dirac de moins F sur 2. Oui, d'accord, mais pour qui? Pour lequel? Monsieur Msmatek, je crois que Pour qui? Pour lequel? Nous avons ici Pour trois la- composants. Nous avons trois sinus, je crois. Non, عندنا un cosinus وعندنا un sinus وعندنا un sinus. Oui, d'accord. شغل Nous avons trois parties.
Oui. Donc, c'est quoi le spectre de tout ça? Monsieur, le spectre de tout ça, c'est la somme de chaque C'est la somme de... cosinus, sinus ou sinus. Exactement. Donc, ça vous donne quoi? Dites-moi ce que ça vous donne. Étant donné que la transformée de Fourier, on a dit qu'elle était linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait vu que la transformée de A1x1 plus A2x2, c'est égal à A transformée de x1 plus B transformée de x2. Donc ici, c'est le même cas. Transformée de cette somme est égale à la somme des transformées. Donc ça vous donne quoi au final? Monsieur, ماشي الأخر de Dirac de f0 moins f plus f de plus Dirac de moins f sur 2 plus expo de f expo de Expo. C'est quoi de- expo ça? C'est quoi cet expo? monsieur تاع les sinus. parce qu'عندنا هنا des cosinus عندنا des Oui, sinus. et alors? On a bien vu la transformée de sinus et de cosinus, non? Quand on a étudié les décompositions en série de Fourier. On avait même dit que leur CN se ramenait au même, puisque c'est la valeur absolue. Et alors, où est le problème là? Je ne comprends pas. Hein. monsieur شغل تلفت لي كي كاين sinus et cosinus. Mais on a vu les transformés des deux. On a bien étudié les deux cas en détail. Quand on a fait décomposition en série de Fourier. On a décomposé les deux cas, sinus et cosinus. Et on avait tracé leur spectre CN tous les deux, au module. Et on avait vu que pour les deux, leur spectre, c'était des Dirac, tout simplement. Des Dirac situés à la fréquence du signal de départ. Oui, mais بصح شغل كي درنا ملاصون كيفاه شغل لي زوج يخرج لك مسيو الاخر تاعهم مو le Dirac de f0 plus Dirac de moins f0 sur 2. Oui alors. Mais شغل هنا مسيو شغل عطاونا 2 cosinus 2p plus 3 sinus 2p plus 1 et demi sinus 2p. Et alors, où est le problème? ندو حنا المينيما اسمها 100 لا فريكونس مينيما مسيو Fréquence بصح minimale. هذيك son غير cosinus. Bon, si je vous demandais le premier d'abord, la première partie, 2 cosinus de 2 pi sans t. Tracez-moi ce spectre, ça va être quoi? Oui, monsieur, كاين هذيك Dirac de f0 de f moins f0 de f sur 2. C'est-à-dire, c'est quoi votre F0, jeune homme? Dites pas F0, ça c'est des exercices, hein, c'est de la pratique. Elle est située où, votre Dirac? À quel point sur l'axe des fréquences? في الصون Oui, monsieur Drimi? في الصون مسيو Bien sûr, elle est à 100. C'est cosinus oméga t. Oméga, c'est 2 pi f. Et là, c'est 2 pi 100. Donc, la fréquence n'est rien d'autre que 100. Donc, on a deux Dirac, l'une à 100 et l'autre à moins 100. Moins 100. C'est Dirac de 100 plus Dirac de moins 100 sur 2.
C'est ça. Bon, c'est pas Dirac de 100, jeune homme. Hein. Dirac de F moins 100. Et l'autre, c'est Dirac de F plus 100. OK, parce que vous dites Dirac de 100, ça ne veut rien dire, Dirac de 100. Ça, c'est la première composante. La deuxième, c'est quoi? Monsieur, de 3 sinus de P sont 50T. Ouais, c'est quoi ça? Monsieur, ça fait 2 fois 165. 2 fois. Attendez, là, vous allez trop vite, là, monsieur Sultani. Là. Je parle du deuxième, la deuxième composante. C'est 3 sinus de P. Ça transformé, c'est quoi? Dirac de 150 de F plus Dirac de moins 150 de F sur 2. Bien sûr. Bon, sur 2, qu'importe. Le sur 2, ça touche les amplitudes. Or, nous, les amplitudes, ça ne nous intéresse pas. On travaille surtout en fréquence. Donc, c'est 2 Dirac, effectivement. Une à 150 et l'autre à moins 150. Et Moins le troisième, 150. la troisième composante. 165. 165, effectivement. Monsieur, le Dirac de 165. Ça fait la plus grande fréquence. Oui, donc quelle est la plus grande fréquence de ce spectre? 165, on la multiplie par 2. 165. Effectivement, c'est 165, la plus haute fréquence. Ça veut dire c'est B égale à 165. Ça fait Donc 330. F2 doit être supérieur à 330. 2B. 330, à 2B. Effectivement, jeune homme, c'est très bien. Donc vous voyez, c'est-à-dire procédure toujours la même. On part du temporel, on va à son spectre, et à partir du spectre, on cherche la plus haute fréquence, et de là, on déduit 2B. Oui. Allez, exo 3, on aura encore un peu de temps, je crois. Monsieur, هنا عندنا x de t est égal sinus de 500 pt ou cosinus 700 pt. Oui, et alors? Ça ne doit pas vous effrayer, non? هذوك تقسمهم على زوج. Comment ça? تولي 350 كان بيناتهم multiplication, 250. monsieur. باش تولي 2 بي اف. باسكو مضروبين في البي ماشي 2 بي. هذيك شغل ما تديهمش كومبلي تقسمهم monsieur باسكو علاش الاخر تيقال 2 بي اف. Non, attendez. N'oubliez pas, là. Il ne faut pas faire la mélange avec tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait une somme. Donc, on a dit que la transformée de Fourier était linéaire. Donc, la transformée de la somme est la somme des transformées. Mais là, on a un produit, les jeunes. Convolution. Il y a ça. Il y a autre chose que vous pouvez faire. Peut-être plus simple pour vous. Hein. Il y a 3 méthodes de faire ça, mais il y a une qui est relativement simple à votre niveau. C'est-à-dire quand il s'agit de fonctions sinus ou cosinus individuelles, on sait comment calculer leur transformée. Or là, c'est un produit. Comment peut-on transformer ce produit en une somme? Une propriété. Laquelle? Je sais pas. Alors là. Mais sûrement, il y a une propriété qui transforme en multiplication vers une somme. Bien sûr. Et alors? Je vais le chercher. C'est laquelle? C'est un sinus A plus B ou bien cosinus A plus B? C'est bon. Ah, c'est bon. Allez, je suppose que vous êtes en train de calculer là. Comment peut-on transformer ce produit de sinus-cosinus en une somme?
de deux choses. Monsieur, ما فهمتش واش ندير هنا. Monsieur, Oui. monsieur, Vas-y. Oui. 1 demi cos A plus B Oui. plus cos A moins B. Cos. sinus, Allez, monsieur cos. Et alors? 1 demi sinus 700 ça plus Oui. plus 500 Oui. 500 fois t Mhm. moins Continuez. sinus 700 Mhm. plus 500 t. Non, non, il y a une erreur. moins داخل monsieur. Plus Ouais, bien sinus sûr. Bien sûr. 700 moins 500. Oui. Donc ça vous donne quoi? monsieur هذا يمدنا هو يمدنا cosinus 500 t fois sinus Oui, d'accord, d'accord. Donc, continuez alors. Maintenant que vous avez séparé les deux en une somme, vous pouvez passer au spectre. oui monsieur ما ديك يمدنا ديراك. Bien sûr. Maintenant, c'est isolé. Vous avez deux sinus isolés. l'addition de des sinus. Vous avez compris, Boumeldassé, ou non? بون monsieur ما فهمتش كيفاش داروا. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a un produit de sinus avec cosinus. Il a utilisé la propriété de décomposition d'un sinus de A plus B. C'est sinus A cosinus B plus sinus B cosinus A. Et aussi la propriété de sinus de A moins B, qui n'est rien d'autre que sinus A cosinus B moins sinus A cosinus B. Enfin, l'inverse. Et là, il déduit ce que l'on a ici, de sinus cosinus, comme étant une somme de deux sinus, avec un demi devant. Donc, un produit, on l'a transformé en une somme, tout simplement. اه داكور monsieur. تسمى بالبروبريتي تاع الأخر تاع ديكومبوزيسيون. Ouais, propriété de trigonométrique, là, c'est classique. Donc, donnez-moi quelle est la plus haute fréquence de ce spectre maintenant. « 600 puisque l'ensemble c'est 500 مع هذيك 700 1200 وندوب هذيك en facteur تاع 2P صافي 600. Oui. La 600 plus haute monsieur. fréquence. Oui. D'accord. Donc, FE doit être Supérieur à 600. supérieur à 600. supérieur à 600. 1200. 1200. 1200. Deux fois Ouais. la plus haute fréquence. Est-ce que les gens ont compris là? 1200 monsieur. Pardon? 1200 là là. 1200, bien sûr. Puisque la somme, elle nous donne 1200 pt et la différence, elle nous donne 200 pt. Donc, on ne s'intéresse pas à la petite là, 200 pt. On s'intéresse à la grande, qui est 1200 pt. C'est-à-dire sinus 1200 pt. Donc, à partir de 1200, ça veut dire que effectivement, la fréquence est égale à 600, la plus haute fréquence. Ce qui veut dire que deux fois cette plus haute fréquence, on a deux fois B, donc on a 1200. Donc, notre fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à cette valeur de 1200, tout simplement. Est-ce que c'est un peu plus clair maintenant, là, avec les différents cas que l'on vient de traiter? Oui monsieur. Et à propos des autres, là, s'il vous plaît, là, je travaille avec deux personnes, là, M. Boumeldassé et M. Dhimi, là. Et les C'est autres, clair, monsieur. c'est clair, jeune homme? Ouais, Oui. ben, ça me fait plaisir d'entendre ça. Mr. Ayoub, c'est bon? Oui monsieur. أنا معاك monsieur. Ok. Donc, maintenant, bon, il est un peu l'heure, là. Je suppose que vous avez quelque chose d'autre, là. Ah, bon, concernant le futur, là, c'est que, bon, mercredi prochain,
Et j'espère que cette fois-ci, ce ne sera pas un lapin, comme on dit. Comme la dernière fois que je me suis présenté. مسيو جينا Pardon? مسيو بلا ربعة ان شاء الله مسيو ديك خطرة جينا 11h30 لقينا ما لقيناكش قال لنا الديليغي Non, jeune homme, arrêtez. Ne me dites pas 11h30, jeune homme. 11h30, j'étais là-bas avec le gardien en train de discuter. Et votre délégué est là pour attester tout ça. مسيو جينا التقينا بالديليغي في طريقنا قال لنا مسيو ماشي جوايه 11:30 Pardon? مسيو جينا جوايه 11 وهكاك 37 هكذاك ومن بعد لقينا الديليغي Ah, mais c'est passé. لقينا ديليغي في الطريق لقينا ديليغي واحد تروا من بعد قالوا لنا سي بون قالوا لنا ما كاشكور Bien sûr, non, il y avait le délégué avant, ensuite à la fin, il y avait deux personnes qui sont venues, je ne me rappelle pas lesquelles. C'est tout ce qu'il y avait. J'ai attendu jusqu'à et demi. على بالي Il باسكو y avait rien. بعثنا له ميساج قلنا له 11 جوين 11 قلنا له هنا جايين بالك ما بالش اذا قال لك بعد تك جينا حنايا بعد لقيناه في الطريق مول لقيناه قدام لي فاكولتي تاع وقيله تاع بيولوجي ولا ولينا Oui, mais c'est dommage. Mais même si vous étiez, je crois que c'était un tout petit nombre, non? وي مسيو ما كناش بزاف كنا لي ديليغي وكنا حنا تروا واحد اخرين Non, mais le problème, c'est qu'on m'a dit que vous étiez là avant, jusqu'à 10 heures, non? كنا سبعة مسيو باسكو كنا مسيو. عاودنا ولينا J'ai dit à votre délégué, vous auriez dû m'appeler à 10 heures. Moi, à 8 heures, j'étais à la fac. J'aurais pu venir à 10 heures, il n'y a pas de problème. باسكو علاش جينا قلنا من بعد احنا ولينا احنا جوايه جينا نقراو تياس جينا بصح ما كناش بزاف كنا واحد 7 ولا انا Bon, 7 à quelle heure vous terminez mercredi? وقتاش Le matin. C'est-à-dire combien de séances vous avez mercredi matin? ماشي عندنا موراك عندنا شو ماشي عندنا صباح بعد عندنا نورمال عندنا بعد عندنا عندك بعد موراها التي فوالا عندنا ELT مع المزور مع ديك تريتمون سينيور. C'est ça, exactement. C'est à 11h20 avec moi, oui. وي مسيو هكا Et là, nous avons jusqu'à 2 heures devant nous. وي مسيو على Parce que mercredi prochain, Inch'Allah, bon, vu qu'on a deux séances, c'est-à-dire consécutives, ce que je compte faire, c'est que la première, on va la réserver au TD du traitement de signal, de la transformée de Fourier. On va essayer de traiter tous les exercices que l'on a, en supposant que vous avez préparé quand même une bonne partie. Et la deuxième partie, justement, on va essayer de terminer cette série sur l'échantillonnage. Et comme ça, on aura clôturé un peu, si vous voulez, ces deux chapitres. Pour que la semaine d'après, on va essayer de programmer une interrogation. C'est-à-dire le lundi qui va nous rester, c'est-à-dire lundi prochain, on va essayer de, si jamais il y a un exercice qui reste à droite, à gauche, de le traiter, même en ligne, pour que le mercredi d'après, on va essayer de faire notre deuxième interrogation. Avant que vous ne soyez submergés à la fin par les différents interros que vous aurez avec les différents modules, etc. etc. C'est un peu ça mon planning. Donc, on va essayer de discuter ça, si vous voulez, amplement, mercredi prochain. Inch'Allah. صح ماشي ان شاء الله Ok, les gars, pas de questions? لا لا ماشي Alors, see you on Wednesday, Inch'Allah. Assalamu alaikum. صح